On va pouvoir passer à notre question. Donc, je vais donner la parole au rapporteur. Alors, d'habitude, c'est de donner la parole au rapporteur venant de plus loin, mais cette fois, nous allons changer. Donc, c'est Monsieur Thierry Duval, professeur de l'Université Atlantique, qui va commencer à poser les questions. Merci, Mira. Bon, alors, je vous remercie pour cette belle présentation des travaux de thèse. Je vais commencer par faire un tout petit résumé des remarques que j'avais faites sur le manuscrit. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une très bonne structure globale dans le document, avec une très très bonne présentation du contexte qu'on a vraiment très bien retrouvé lors de la présentation. C'était vraiment très très bien. Et donc là, j'ai trouvé la problématique super intéressante. On en a discuté à table avant la thèse. Bon, je ne suis pas fan des revues systématiques de littérature. Bon, elles ont leur intérêt, elles ont aussi leurs limitations. J'en ai parlé dans le rapport. Je ne vais pas m'étendre trop. Moi, j'ai trouvé des contributions très intéressantes, même si je ne suis vraiment pas un spécialiste des ontologies, mais j'imagine que mon collègue pourra s'étendre largement moins. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un énorme travail d'architecture logicielle de développement et de volonté de coller à une structure chez Vinci, à de la faire utiliser. Je trouve que dans un contexte CIF, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est un très bel exemple de collaboration entre un laboratoire académique et une entreprise. C'est vraiment super. Donc sur les évaluations, j'y reviendrai. J'ai trouvé que les hypothèses étaient posées bizarrement. Il faudra me convaincre qu'elles ont été posées a priori. On va en discuter. C'est chez ça. Alors, quelques questions bêtes sur le BIM. Moi, je me suis posé la question, je ne suis vraiment pas expert du BIM. Je vois bien le BIM 4D. Et après, il y a eu les BIM 5D, 6D. Tu t'es pas répondu, enfin, on n'a pas trop parlé pendant la soutenance, mais c'est un petit peu dans le document. Est-ce qu'un BIM ND, c'est le BIM N-1 plus un truc ou pas? Alors, effectivement, c'est vrai que ces dimensions BIM, elles ne se collent pas forcément. Bon, en fait, on peut avoir une 6D sans avoir effectivement la 4D ou la 5D dans les dimensions du BIM. Ce n'est pas une augmentation à chaque fois, mais on peut avoir plusieurs dimensions dans la maquette. D'accord, et dans ce cas-là, on dit que c'est un BIM 4D 5D, par exemple? Je dis rien. Oui, c'est vrai qu'ils ont finalement des utilisations différentes. Le 4D, ça va être effectivement plus pour l'ordonnancement des tâches et l'évolution du chantier en fonction du temps. Et les coûts, il va nous permettre, donc la 5D, qui est donc l'estimation des coûts du projet, vont être plutôt utiles en phase d'appel d'offres. On va pouvoir effectivement estimer les coûts du projet. D'accord. Des utilisations différentes. Une question que j'ai pensé pendant la soutenance. Il nous annonce au début qu'il va évaluer l'outil VROPTS. Et en fait, moi, je trouve que ce que tu as évalué, c'est plutôt quelque chose qui a été réalisé avec VROPTS, plutôt que l'évaluation de VROPTS en lui-même. Si ce n'est que tu as peut-être validé l'architecture, au sens où tu as montré que l'architecture à l'exécution, elle permettait de faire ce qu'on voulait. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire dans l'évaluation? Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que pendant le développement, j'ai eu quelques difficultés ou limitations avec le système. C'est pour ça que j'ai dû à un moment ajouter un serveur intermédiaire, puisque le fait d'envoyer des requêtes successivement ne permettait plus d'avoir une application de réalité virtuelle fluide. Et donc, effectivement, pour nous, le fait d'évaluer VROPTS, c'était le fait d'évaluer si l'architecture était finalement stable pendant toute la durée de l'expérimentation, que ce soit pour la formation RB, que ce soit pour le chantier RB et même le tutoriel dans RB qui utilise aussi le système. D'accord. Sur la diapo 16, tu nous as rappelé de l'importance du retour
de ce qui se passait en RVRA vers le BIM. Et après, j'ai pas l'impression que tu en aies beaucoup reparlé dans le reste du document. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu trouvais important, mais tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas voulu traiter. Ou finalement, est-ce que c'est traité, mais je ne l'ai pas vu parce que ça n'a pas été explicité ailleurs? Le fait de pouvoir modifier la maquette une fois qu'elle est en réalité virtuelle, réalité augmentée, effectivement, ça n'a pas été traité par la suite, puisque lorsqu'on récupère la maquette avec le mode opératoire, on l'utilise pour faire la formation. Effectivement, il aurait été peut-être intéressant de pouvoir ensuite retourner des données dans la maquette ou pouvoir y accéder à ces modes opératoires depuis la maquette. C'est vrai que ça n'a pas pu être traité, comme le fait finalement de pouvoir réintégrer ce système dans le KICAD, donc l'application de l'Institut Construction. On a le chantier en fonction des phases de construction. Effectivement, si le mode opératoire, la formation est déjà dans cette maquette, une fois qu'elle est descendue dans le PICAD, on la retrouvera. Donc oui, ce serait intéressant, mais ça n'a pas été étudié ce retour. Tel que tu le présentais sur cette diapo, on avait vraiment l'impression que c'était le dernier point important et qu'on allait enchaîner dessus. Et puis après, voilà, je me demandais si c'est moi qui avais raté le truc. Sur ta diapo 25, à un moment, tu nous présentes l'insertion des règles. Oui. Je me demande, comment est-ce que tu fais le lien entre les objets 3D de la scène et puis tes actions? Alors, tu as dit à un moment que tu importais la scène d'Unity. Est-ce que tu fais un lien précis objet par objet avec une désignation des objets de la scène ou pas? Je me suis posé la question, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Effectivement, donc on a notre scène Unity derrière qui contient donc tous les objets, donc ça c'est les objets de notre scène, et la maquette qui a été importée de Revit dans notre éditeur. On va venir donc glisser le parent de cette maquette qui contient donc tous les objets du mode opératoire dans notre interface, et en cliquant sur l'objet, notre script développé permet de récupérer donc depuis les métadonnées toutes les tâches qui vont être donc soit de l'assemblage, soit une tâche transportée finalement, puisque si dans le mode opératoire, l'interaction type, ce n'est pas un opérateur mais la grue, c'est donc la grue qui va venir transporter l'objet pour venir l'assembler. C'est comme ça qu'est créé toutes nos tâches. Et lorsqu'on en rajoute, finalement, donc on va pouvoir glisser. Donc si, comme par exemple, à un moment, on a vu qu'on avait une bonbonne pour pouvoir cirer le coffrage, et bien c'est un objet qui est hors du mode opératoire, qui a été rajouté dans la scène et qu'on va faire venir glisser dans la tâche associée. Et ça, tu vas le faire comment? Tu vas aller le prendre dans la hiérarchie d'objets ou tu vas aller le prendre dans ta scène en 3D? Depuis la hiérarchie. Depuis la hiérarchie. En fait, c'est une édition avec des fenêtres 2D. Ça t'a rajouté des choses dans Unity. Voilà. C'est un éditeur qui fait partie d'Unity, donc c'est pour ça que. D'accord, mais du coup, ça reste c'est de l'édition 2D. Parce que à la fin, tu nous fais finalement un outil 3D. Enfin, je veux dire, pour l'information. Est-ce que ça n'aurait pas été intéressant que les gens, les experts métiers, puissent à leur tour être dans une scène 3D et venir mettre des règles sur les objets, quoi, voir les règles en 3D, je ne sais pas comment ça se représente. Par démonstration, finalement, qui fait le scénario. C'est d'ailleurs ce qui a été étudié au laboratoire sur le oui, ce serait très intéressant d'étudier ça par la suite, mais effectivement, le fait que la plupart des tâches d'assemblage viennent de la maquette du mode opératoire BIM et sont faites en fait par notre script. Il resterait finalement, oui, des tâches liées à la qualité, aux sécurité environnement, rajoutées effectivement, rajoutées par démonstration dans l'outil. Oui, c'est intéressant. Parce qu'actuellement, là, ce sont les experts qualité qui vont être amenés à faire ça. Méthode, qualité, les deux, puisque finalement, c'est un travail collaboratif entre eux. Donc, actuellement, ils doivent, entre guillemets, se débrouiller avec Unity, enfin, sans codage, ça j'ai bien compris. Et
quel dialogue vous avez pu faire avec eux pour arriver à déterminer comment est-ce qu'ils voulaient interagir avec le système? Avec le système, pas forcément, mais c'était plus le dialogue au niveau de comment ils créaient des safes de base, comment ça fonctionnait, formalisé, finalement, bien était formalisé de base. Chaque PDF est donc d'abord élaboré par les méthodes qui donc, mettent les procédures, et ensuite les experts QSE qui rajoutent à la main en fait les règles de sécurité. Attention, bien mettre des bouchons sur les assiettes d'attente, etc. Parle de l'outil que tu as fait. Est-ce que tu as discuté avec eux de comment ça allait s'utiliser? Non, nous n'avons pas eu la chance d'avoir ce dialogue-là par la suite. Donc, du coup, est-ce qu'ils ont testé ton outil en termes de génération de formation? Non, d'accord. Ça, ce serait aussi une forme d'évaluation. Ce que tu as fait, c'est de savoir si les gens de chez Vinci vont se l'approprier. D'accord. Ça, c'est pas encore fait. Alors, un petit peu plus tard, sur le comportement dynamique de ton architecture, je me suis posé la question, je vois bien l'architecture statique de la chose, qui a des objets prêts à communiquer entre eux. Je ne suis pas sûr de bien avoir saisi complètement à quel moment les vérifications des règles allaient être invoquées. Tu nous apparaît un moment de vérifier que l'utilisateur ne portait pas un poids trop important, un autre moment, vérifier que l'utilisateur n'allait pas être dans une zone dangereuse, il n'allait pas y rester trop longtemps. Je vois bien que l'architecture va permettre d'obtenir les infos, mais comment ça se déclenche? On a une vue un petit peu statique du système. Tout à fait. Donc, nous avons choisi que justement cette gestion des événements et des calculs sont faits par le moteur 3D. Donc, la proximité entre la personne et les engins de chantier en circulation, le fait de calculer donc avec du raycasting, voilà, si on se trouve sur la charge de grue lorsque la grue est en activité, c'est ces éléments-là qui sont gérés et soulevés par donc, le moteur 3D. Donc, c'est nous qui avons choisi de développer que ces événements soient levés, et ensuite les envoyons donc à notre c'est pas la question, c'est comment se fait ce couplage en fait? C'est avec des requêtes SPARQL en fait en temps réel dans un update. Dès que cet événement est levé, nous envoyons l'information à l'ontologie pour la mettre à jour en fait, sur l'environnement de la scène, sur ce qui se passe en temps réel dans la scène. Ça veut dire qu'en fait, tous les événements qui se passent dans la scène, dans Unity, sont ensuite propagés. Voilà, seulement ceux qu'on a choisis, comme par exemple détecter donc la collision, la proximité. Qu'on a choisi, ça veut dire comment tu les as déclarés qu'ils étaient choisis? En fonction des règles que nous choisissions d'ajouter et de vérifier. Effectivement, le fait de porter un poids au-dessus de 25 kg, en fait, là, on va envoyer à chaque fois l'information, l'opérateur est en train de porter un objet. Donc, toutes les tâches de port d'objet sont envoyées. Vont... Et du coup, l'ontologie, elle, quand elle va vérifier entre cet objet et son poids, et la règle qui est de ne pas porter. Après, je vois bien, c'était à quel rythme tu allais envoyer des choses et la nature. C'est quand même assez ponctuel, quoi. Tu coches des cases, tu dis celui-là, je vais l'envoyer tout le temps. Alors, pas forcément tout le temps, j'ai fait en fonction d'une fois qu'on attrape, donc on sait avec en réalité virtuelle, qu'on a un objet attrapé et on sait quand est-ce qu'on l'a lâché. Donc, je l'envoie qu'une fois qu'il est attrapé. Et je renvoie une fois que l'objet a été lâché, je mets à jour l'ontologie SBO en lui disant que cet objet n'est plus porté par l'opérateur. Je ne suis pas sûr de bien saisir, c'est comment est-ce que c'est générique, cette histoire d'envoi d'événements. Peut-être qu'il y aura d'autres questions après pour élucider ça. Ok, j'en ai parlé. J'ai aux hypothèses donc de la diapo 37.
Moi, si j'avais été toi, j'aurais espéré faire quelque chose qui allait être plus performant. Et j'aurais jamais mis en hypothèse que finalement, j'allais me contenter d'avoir un truc qui soit aussi bien. J'aurais dit: «Je veux faire un truc qui va être mieux». Et puis peut-être que mon hypothèse n'aurait pas été validée, mais ça aurait pas été un drame. Là, telles que sont formulées tes hypothèses, j'ai vraiment l'impression qu'elles ont été formulées après avoir vu les résultats. Alors, Convainc-moi que tu as pas fait ça. alors non, c'est vrai que moi aussi, je m'étais dit, ce serait mieux qu'effectivement le fait d'être formé en réalité virtuelle soit plus important qu'être avec les travaux, enfin, je veux dire, avec les supports traditionnels. Mais le fait d'avoir étudié dans ce SLR les autres, pardon, d'avoir étudié les autres justement études qui ont comparé la réalité virtuelle avec les supports de formation, donc vidéo et même avec d'autres supports. Comme ça n'a pas été l'unanimité, je me suis dit qu'effectivement, ça serait peut-être déjà bien si l'outil pouvait être performant à performance égale, surtout que les participants, comme on a vu, il y en a la moitié qui n'ont pas fait l'usage de la réalité virtuelle avant, et le fait qu'il y ait effectivement le manque de familiariser, il faut d'abord que la participant puisse se dire ah mince, alors du coup, avec telle manette, je peux faire ça, comment on fait déjà pour interagir avec telle chose. Bien qu'il y ait un petit tutoriel avant de passer dans le vif du sujet, j'ai préféré être safe et me dire déjà, si c'est aussi performant que la réalité virtuelle, c'est déjà un outil assez formidable. Ce qui ne va plus être le cas apparemment dans quelques temps, puisqu'il va y avoir effectivement beaucoup d'investissements dans la réalité virtuelle, notamment dans les logiciels éducatifs en réalité virtuelle. Donc, il va y avoir une maturité de plus en plus présente de personnes ayant utilisé la réalité virtuelle, ce qui va justement permettre d'avoir des résultats bien plus pro avec le fait d'être formé en réalité virtuelle, qui sera plus commun dans quelques années. D'accord. Donc, on peut revenir sur la diapo 37. Oui. Ok. Ensuite, tu as dit sur la diapo 38 que il y avait peut-être un biais introduit par la phase de tutoriel en réalité virtuelle. Moi, je confirme, je pense. Je suis un peu près convaincu. Mais du coup, est-ce que alors, je crois que tu nous as montré un petit peu les résultats sur la diapo 38. Ah non, alors c'est encore plus loin. C'est sur la diapo où il y a le temps. Oui, pardon, c'est la 43. Est-ce que tu as noté, ou est-ce que ce serait possible de vérifier qu'il y a eu chez certains peut-être une accélération et chez d'autres pas d'accélération? Parce que j'imagine que ton groupe A n'a peut-être pas utilisé la VR toujours au même rythme. J'imagine qu'au tout début, ils ont dû avoir une phase d'apprentissage quand il fallait naviguer, sélectionner des choses, et que ça allait peut-être plus vite à la fin. Et peut-être que le groupe B est allé à un rythme plus régulier. Est-ce que tu aurais les moyens de vérifier a posteriori il y a une progression finalement au cours de l'expérimentation ou pas? L'expérimentation, non. Mais on peut observer effectivement que au niveau par exemple, de la personne qui a fait le plus petit temps avec la personne qui a fait le temps le plus. Ça, c'est le côté homogénéité. Mais Oui. ce que je veux dire, c'est que les personnes, ils avaient des tâches à faire. Oui. Tu as certainement des logs à quel moment ils ont fait les tâches. Oui. Est-ce que tu as pu observer est-ce que tu saurais observer ou regarder a posteriori si finalement les tâches qui étaient à faire à la fin, son groupe de tâches, a été fait dans un temps différent des tâches faites du début entre les deux groupes? Effectivement, on aurait la possibilité, puisque le temps à chaque tâche et tout le log de la progression des participants ont été enregistrés. Donc oui, on pourrait potentiellement regarder si le temps après les tâches qui avaient déjà été vues dans la formation AV ont été faites dans un temps plus long, enfin plus court, du coup, Celles qui ont déjà été vues, et puis surtout le fait
expérimenté. Tu disais que ça durait 10 à 15 minutes. J'imagine qu'à la fin, on n'est pas encore fatigué. On peut... Deux dernières choses, il faut que je rends la main. Diapo 45, tu parles de tes statistiques en disant que bah, voilà, finalement, statistiquement, il n'y a pas de différence, mais on peut quand même voir qu'il y en a un qui est meilleur. Ah bah non. Je suis désolé, tu ne peux pas dire ça. Parce que statistiquement, tu n'as pas eu de différence. C'est pour ça qu'on fait une étude statistique, c'est pour justement pas se contenter de la moyenne ou de la médiane. Je pense qu'au niveau affirmation, il faut être un tout petit peu plus modeste. Et on peut dire, ouais, on a l'impression qu'il y aurait une tendance qui se dégage, mais on ne peut pas dire. Statistiquement, vous voyez, ben, on ne peut pas dire, mais vous voyez, c'est meilleur. Effectivement, en fait, c'est le questionnaire SQL. Ah non. Le résultat, c'est qu'on a des tranches de score. Et dans le score, par exemple, on est au-dessus de 86, ça nous donne effectivement un score excellent, enfin, au niveau au-dessus de 80, pardon. Et en dessous, entre, je crois, 68 et 80, ça nous donne voilà, une utilisabilité considérée comme bonne. Et c'est ça, surtout, en fait, il y a eu une différence entre les deux, même s'il n'y a pas de différence significative statistiquement dans le score. Dans les résultats du SQS, en fait, ça donne cette différence. Après, dans ce cas-là, il faut que tu fasses des résultats thème par thème, quoi. Ouais. C'est la question. Juste une dernière question, c'est sur tes perspectives avec X3D. Est-ce que tu pourrais expliciter un peu davantage ce que tu voulais dire par là? Alors, X3D, c'est une anthologie qui permet justement d'avoir... X3D, c'est pas vraiment une anthologie qui a déjà tous les concepts de scale, de dimension, de transforme des objets. Oui. Et on a la possibilité, avec des règles en SWRL, de faire des calculs entre des objets, entre des positions, des dimensions. Donc, l'idée, ce serait de pouvoir utiliser cette ontologie pour justement alléger la dépendance au moteur 3D, où c'est lui qui va du coup calculer les distances entre les objets, etc. On va essayer de le faire directement dans l'ontologie. Je ne sais pas si je suis très fait, je suis vraiment pas bon en ontologie, mais pour moi, X3D, c'est à la base un format de données 3D, et tu vas trouver l'équivalent de ce qu'il y a dans X3D, tu vas le trouver dans les notions d'objet, de transforme, etc. Tout à fait. Donc, alors, je veux dire que dans X3D, il y a eu des choses rajoutées qui permettent de faire plus facilement des calculs, parce que je ne vois pas en quoi. Ce serait une amélioration. Eh bien, parce qu'effectivement, donc, comme j'ai pu l'expliquer, on a essayé de faire toute la génération, de toute la gestion des événements dans Unity. Donc, c'est-à-dire que si on veut pouvoir avoir dans une règle, on a besoin du calcul de position entre une personne et un engin, ça doit être codé dans Unity. C'est-à-dire que la règle ne fonctionnera pas si ça n'a pas été prévu dans Unity. Alors que là, le fait de le faire dans l'ontologie, par les experts QSE, ils sont un peu moins dépendants des développeurs de Unity pour ajouter cette gestion d'événements. Et ça veut dire que tu proposerais donc, de rajouter un arbre X3D en parallèle d'un arbre d'objets qui décrit complètement ta scène et tes objets, en parallèle de celui qu'il y a dans ton monde Unity, de maintenir donc deux graphes de scène équivalents en même temps. Soit de vraiment pouvoir même délaisser celui du Unity pour se concentrer que sur... Tu ne vas pas pouvoir le délaisser complètement, sinon tu n'auras plus de visuel. Ah oui, non, oui, bien sûr. Et, la gestion du positionnement des objets, les calculs de recasting, de proximité, etc., serait peut-être avec les règles des WRL dans l'ontologie. Ça ferait beaucoup plus finalement d'envoi de données dans l'ontologie entre la simulation et le serveur plus équilibré. L'article que tu cites sur X3D, il parle de quoi? Il parle de X3D ou il parle de son utilisation pour faire des calculs? Utilisation pour faire le calcul, maintenant,
sont bien de l'ontologie X3D, oui. 3D, c'est bon. 3D en tant qu'ontologie. Ah, oui. Son utilisation en tant qu'autologie, donc pour faire des calculs. Oui, par contre, il ne parle pas de fait d'en faire en SWRL. Mais en tout cas, il y a bien le cas en SWRL, le fait de pouvoir faire des calculs. Il y a une brique Oui, ça. pour pouvoir faire des calculs. Ben, merci beaucoup. Thierry, je vais maintenant donner la parole à notre rapporteur, monsieur professeur Anne Soya et l'Université. Merci. Merci pour votre présentation, très claire, très intéressante, très utile. Si je peux, je vais continuer avec des observations et des questions, un chapitre par chapitre. Le premier chapitre présente un contexte utile, c'est bien écrit. Dans mon rapport, j'ai fait quelques commentaires, par exemple à la page 16, je pense, quand vous l'état d'art de Bill, ils ont des citations un peu périmées. 2010, par exemple, c'est mieux. Le deuxième chapitre est principalement une revue systématique de la littérature. Encore, j'ai fait un commentaire sur les soi-disant dimensions de BIM. Vous devrez lire l'article que j'ai recommandé parce qu'il a dit que les dimensions au-delà de 4D sont faux, utiles, mais faux, pas vraies dimensions. Ouais. Sur la revue, l'un des objectifs est d'établir une lacune dans les connaissances. S'il vous plaît, expliquez vraiment, en quelques mots, la lacune que vous avez trouvée. Pardon. Suite à l'état de l'art, les manques que nous avons trouvés, effectivement, donc, dans la construction, c'est surtout le fait de pouvoir scénariser pour des activités et des formations d'opérations sur site et de prévention des risques, justement en laissant une certaine liberté à l'apprenant lorsqu'il va interagir dans la simulation. C'est surtout Chapitre 3. Vous commencez à travailler sur le lien entre la requête 4D et l'utilisation de la réalité virtuelle pour la formation sur le chantier. En effet, je suis très content de ce travail. En chapitre 4, c'est, je peux dire, c'est un peu en dehors de mes compétences. Je vais laisser aux autres. Mais si vous pouvez nous rappeler brièvement les choix technologiques que vous avez faits. C'est le fait de pouvoir formaliser les connaissances QSE, puisque notre problématique, c'est surtout la notion de sécurité qui ne va pas être une tâche. Enfin, ça pourrait être, par exemple, mettre ces EPI, mais c'est plutôt lié à du comportement. C'est pour ça que nous avons dû formaliser les connaissances d'une autre façon, et nous avons choisi donc, les ontologies, qui est donc un concept haut niveau qui va permettre effectivement d'interagir entre des concepts et des événements qui se produisent dans la simulation de réalité virtuelle. Et en plus, elle peut être couplée à
SWR, donc un langage qui permet d'ajouter des règles sur ces éléments, donc des règles de sécurité. C'est pour ça que nous avons fait le choix de les formaliser. Et ensuite, nous avons pu finalement créer cette formalisation QSE avec notre première proposition d'interopérabilité immergée dans un seul système. Alors, chapitre 5 contient des évaluations des études comparatives entre les formations avec vidéo simple et celles qui utilisent votre système en fait. Comme a dit mon collègue, les résultats sont comparés aux quelques hypothèses. Pourquoi H1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, pourquoi non H1, 2, 3, 4, 5, 6? Effectivement, j'ai utilisé cette façon de décrire puisque j'ai voulu les regrouper par critères. Ouais. C'est les usages qu'on a voulu évaluer, donc c'est pour ça que j'ai voulu faire les regrouper par performance, par compétence. Je me demandais. OK. Les tests statistiques manquent de signification statistique. Encore, mon collègue a fait des observations. Moi, aussi, je disais pourquoi avec H1, H2, pourquoi pas de différence et pourquoi non mieux? Pourquoi on a formulé cette hypothèse de cette façon? Oui. Effectivement, donc, comme expliqué précédemment, c'est suite à l'état de l'art que nous avons fait avant de procéder à notre expérimentation. Il nous a finalement, comme on n'a pas eu l'unanimité dans les autres études qui comparent la réalité virtuelle en formation avec les autres supports existants, effectivement, puisque les participants que nous allons avoir ne sont pas forcément tous familiarisés avec la réalité virtuelle, ils risquent de prendre du temps, de ne pas être forcément tout le temps concentrés sur les connaissances théoriques que nous cherchons à leur faire retenir pendant la formation de sécurité. Donc, vous avez suivi la méthodologie des autres. Nous avons choisi d'être safe, on va dire. OK, merci. Enfin, j'ai deux questions. La première, de savoir si votre système entier peut être appliqué aux autres situations, n'importe quelle, sur le chantier. Sur, par exemple, d'autres procédures de mode opératoire? Oui. Oui, tout à fait. Nous avons fait en sorte, du coup, d'imaginer notre système pour que les règles que nous mettons en place fonctionnent effectivement avec n'importe quel mode opératoire qui va être exporté de la maquette de Revit dans Unity. Donc, que n'importe quel objet, finalement, il va avoir un poids, etc., qui va être alimenté dans notre ontologie XBO. Et tout le reste va être fait par la déduction des règles. Tel poids, et tel objet fait tel poids. Donc, à tout moment, la règle ne pas porter le poids au-dessus de 25 kg va s'appliquer à n'importe quel mode opératoire. OK, parfait. La dernière, peut-être difficile. Si votre système va être adopté par Vinci à l'avenir. Eh bien, Pardon. Nous espérons effectivement continuer les travaux et faire avec peut-être d'autres modes opératoires standards. Mais effectivement, la perspective de pouvoir l'intégrer dans des outils déjà existants comme le KD, ce serait effectivement une. OK. Merci de me passer tout. Merci beaucoup. Là, je vais maintenant passer la parole
Je suis Dominique Noël, professeur à l'UCA de l'Orient. Merci, Madame la Présidente. Donc, d'abord, commencer par remercier l'équipe qui m'a encadré, qui m'a invité à participer à ce jeu. Le sujet m'intéresse et dans mes préoccupations, même si je ne suis pas spécialiste du livre, loin de là, et je me pose des questions équivalentes dans un secteur qui est plus manufacturier. Je fais des relations entre le livre et le PLM de manière générale. Peut-être que je serai en décalage sur certaines questions, mais je pense que les domaines sont quand même assez similaires sur le concept. J'ai trouvé le document très bien écrit, très bien structuré. C'est sans doute qu'un certain nombre de points seraient améliorables à certains endroits. Je pense qu'il y a quelques retours dans les rapports qui permettront de faire ces améliorations. Puisque les rapporteurs ne l'ont pas repris, je vais revenir sur l'état de l'art effectivement systématique, sur la façon dont vous l'utilisez, du moins dont vous concluez les éléments, et puis vous l'avez fait aussi un petit peu dans la présentation, en disant par exemple les casques tablés, ce sont les systèmes qui sont les plus utilisés avec un PC. Voilà. Et vous en déduisez un peu systématiquement que du coup c'est l'outil qu'il faut utiliser par défaut. Et que c'est la bonne solution pour, en tous les cas, le texte laisse à croire que effectivement c'est la meilleure solution parce que l'état de l'art le dit, tel que vous le décrivez. Moi, je pense que ça pourrait être nuancé avec des critères plus pertinents. Je pense que pour un industriel, ce qui doit l'intéresser, c'est le retour sur investissement. Un cave très coûteux, ça peut rester très intéressant si on fait passer beaucoup de monde dedans et que les gens arrivent à travailler plus de 40 minutes, ce qui n'est pas le cas dans les casques. Là, on compare ce qui se fait dans des publications au travers de démonstrateurs et pas sur des temps de travail prolongés, par exemple. Je pense que ça mérite d'être réfléchi et pondéré, pas simplement prendre des résultats, puisque la moyenne dit qu'il faut aller dans ce sens-là, par défaut. Effectivement, je vais proposer cette solution, travailler cette solution. Au niveau de l'usage. Alors, sur l'usage, même scientifiquement, qu'est-ce que ça apporte? Il peut y avoir des gains qualitatifs aussi, il n'y a pas trop de retour sur investissement. Peut-être que dans d'autres environnements, Suez sera un peu mieux que la moyenne, que la moyenne de la vidéo, parce qu'on change l'environnement. Et simplement, si on va dans ce fond du monde, on ne fait pas forcément quelque chose d'original et quelque chose qui peut permettre d'innover avec ces techniques-là. Donc, ça, c'est une remarque parce que c'est un peu dans tout l'état d'art, un peu systématique. On tire des conclusions, on reste un peu sur sa fin. Et effectivement, avoir votre analyse, votre ressenti sur quelles sont les bonnes technos, et pas simplement c'est ce que la moyenne de Google me dit. Je devrais aller dans cette direction-là. Toujours sur l'état de l'art, je me suis posé la question de. Là, j'aimerais rentrer un peu sur le niveau d'usage de la réalité virtuelle, réellement, parce qu'il y a beaucoup d'applications qui sont pressenties, mais on reste au niveau de démonstrateur. Sur le terrain, qu'est-ce que c'est ce niveau d'usage? Et puis un peu la même chose sur le livre. Quelle est la réalité de l'utilisation du livre? Tel qu'il est présenté, on a l'impression que c'est un outil qui est maintenant clairement défini, que tout le monde utilise le même. Peut-être qu'il y a des pratiques chez Vinci qui sont tout à fait partagées au sein du groupe. Je pense que dans les métiers du bâtiment, tout le monde n'utilise pas le même livre et pas forcément au même niveau de maturité de ces technologies. Et du coup, quand on réduit finalement au BIM ces steps IFC, est-ce que ça couvre vraiment tout ce que fait le BIM? Je n'ai pas l'impression que ce soit ça quand on voit l'architecture que vous présentez au slide 16, il me semble. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus complexe que simplement un step IFC. Il en est quoi? Effectivement, il est souligné, les pratiques avec le BIM sont différentes. C'est pour ça que quand on a la mise en commun des lots, c'est-à-dire que la fonderie,
le CVC, l'électricité, quand ces groupes vont faire donc, leur maquette et qu'on va les mettre en commun, c'est là qu'on va avoir plusieurs conflits de maquettes, ce qu'on appelle de faire de la synthèse technique. Et du coup, par exemple, on va avoir des outils de réalité virtuelle qui vont nous permettre de faire cette synthèse technique en réalité virtuelle. Avec la maquette, on va pouvoir se balader et donc identifier où il y a des défauts, des conflits entre plusieurs objets. Donc, par exemple, on a déjà eu le cas, donc on a déjà utilisé des solutions. Par exemple, cet outil de synthèse technique en réalité virtuelle n'a pas pris plus que ça au sein de Vinci, en tout cas nous dans le bâtiment, car les personnes qui font de la synthèse ont plus l'habitude de faire finalement dans des temps où ils parlent sur la maquette BIM, sur Revit ou Navisworks avec d'autres logiciels qui permettent de gérer les conflits plutôt que de le faire en réalité virtuelle. Voilà, c'est un usage qui n'a pas pris puisqu'il finalement il n'y a pas de plus-value à le faire en réalité virtuelle. Et comme on a pu évoquer, par exemple, il y a eu des solutions pour faire du contrôle technique en réalité augmentée. Donc, on va projeter la maquette BIM sur le chantier pour vérifier effectivement si c'est conforme, si la construction est conforme à la maquette qui a été modélisée. Et là, on ne va pas pouvoir avoir la précision au millimètre, ce qui est du coup obligatoire pour pouvoir effectivement faire du contrôle qualité. Donc là, de la même façon, finalement, on ne va pas utiliser ces usages-là. Voilà où on est par exemple avec ces deux cas-là. Et sur Step IFC, est-ce que Step IFC représente effectivement le BIM actuel? Est-ce que c'est suffisamment standard pour que ce soit utilisé par tout le monde comme étant la référence du BIM? Et est-ce qu'il y a toutes les informations de tous les... Le problème, c'est qu'effectivement, on utilise beaucoup chez nous le logiciel Revit, qui lui en fait un fichier Revit de cette maquette BIM et non pas un fichier IFC. Et parfois, quand on va vouloir exporter cette maquette en IFC, on va pas avoir les mêmes paramètres que d'autres personnes qui vont exporter cette maquette aussi au format IFC. Donc là, on peut avoir des problèmes de version. Effectivement, on a une problématique là-dessus. D'accord. Du coup, justement, sur cet aspect d'architecture logicielle, qui est la première proposition importante de comment est-ce qu'on va architecturer les choses, on part de cet état-là, on arrive au slide 53, qui est le résultat. Dans ce slide-là, on voit que c'est compliqué. Dans celui-là, on voit que ce n'est pas beaucoup plus simple. On rajoute des briques. Et finalement, on rajoute tant des briques. La question que je me suis posée, c'est est-ce que c'est la bonne démarche? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt d'avoir des... Est-ce que le fait d'utiliser par défaut une outil, de choisir des outils par défaut existants, ne surcontraigne pas l'architecture? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de définir des outils spécifiques qui permettent de récupérer directement le modèle IFC et d'être dans un casque de réalité virtuelle sans passer par un outil si l'outil est bloquant? Je prends l'outil parce qu'il y a beaucoup d'outils qu'on va aller chercher dans l'outil qui sont très bien, très efficaces pour plein de choses. On n'a pas envie de le refaire. Mais en pratique, si ça nous conduit à avoir des architectures trop complexes, est-ce qu'il ne vaut mieux pas se poser la question à un moment donné de revoir l'architecture dans ce sens? Alors effectivement, le fait d'avoir choisi l'unité réflexe, ça contraint notre architecture dans le sens du fait d'utiliser cette brique-là pour ensuite récupérer notre maquette dans l'éditeur et dans le moteur 3D qu'on utilise. On peut avoir effectivement la même chose avec Unreal Engine, avec d'autres solutions. Le fait qu'on ait utilisé ça ne contraint pas le fait qu'on aurait pu finalement faire comme les autres études qui ont développé eux-mêmes des briques pour atteindre ce que fait finalement Unity Reflect en plusieurs étapes pour ensuite arriver dans le moteur 3D et c'est effectivement pouvoir accéder à la réalité virtuelle assez augmentée en intégrant la maquette BIM. Oui, c'est un choix qu'on a fait effectivement
on pourrait finalement revoir notre architecture en proposant ces briques-là au lieu d'avoir une petite recte s'ajoutant. Pour aller à l'extrême inverse, pourquoi pas faire un plugin dans Revit qui vous projette directement dans un casque? Parce qu'il y a toute l'information, toute la sémantique au départ, elle est dans Revit. Effectivement. Alors, il y a déjà finalement des briques qui existent comme Enscape qui permet de visualiser la maquette depuis Revit en réalité virtuelle. Sauf qu'il n'y a pas rajouter des fonctionnalités spécifiques pour interagir avec les objets, etc., comme on peut le faire dans la formation. Ça, c'est un problème commercial, c'est parce que vous n'avez pas accès au code Revit. Ça pourrait se discuter avec un partenariat avec Revit. La question, c'est de savoir si l'architecture qu'on obtient elle est liée à des choix techniques purement opérationnels ou si elle est réellement générique. Dans une thèse scientifique, quelque part, qu'est-ce qui est la part de la généricité de ce qu'on fait et de ce qu'il faut en retenir? On aurait intérêt de casser tout ça, de repartir à zéro. S'il y a un effort logiciel important, un effort de développement, pas l'objet d'une thèse de faire ça. Quelle est l'architecture rêvée? Ça serait... Effectivement, si on pourrait se passer des solutions commerciales et avoir la possibilité, comme ça a été fait finalement, de développer maison des outils qui permettent d'optimiser la géométrie, de récupérer les méthodes de données et de les exploiter en réalité virtuelle, en réalité augmentée, effectivement, c'est totalement possible d'être plus générique, proposer un système plus maison que passer par des solutions commerciales, effectivement. On intègre. Plus on intègre, plus on crée de relais, de difficultés, de perte de données. C'est peut-être un piège dans lequel il faut essayer de sortir à un moment donné, parce que vous essayez de résoudre ça, parce que vous avez déjà une structure qui est complexe. Du coup, vous en rajoutez, parce que tout ce qui est la partie sécurité, vous allez rajouter en utilisant protégé, et en disant je vais modéliser ça dans un système qui est encore différent. Forcément, ça crée des questions qui ont été posées d'interopérabilité entre protégé et puis l'émetteur WL, quel qu'il soit, et puis l'outil 3D. Alors, on peut le calculer d'un côté ou de l'autre. Si on ramène dans OWL la gestion des événements, il va falloir redupliquer la scène quelque part. Ça pose tous ces problèmes. Moi, je me suis posé la question, pourquoi aller en protégé, modéliser les règles? Est-ce qu'on ne peut pas les modéliser autrement? En récupérant des concepts de WL s'ils sont performants pour représenter les règles. Dans protéger, il y a plein de choses. Et vous utilisez ça, on ne peut pas tout protéger dans votre structure. Donc, qu'est-ce qui est réellement pertinent, qui aurait pu être amené, pourquoi pas cette fois-ci dans un Unity 3D, si on veut être performant? Effectivement, le fait d'utiliser les ontologies dans ce système, parce qu'on avait une problématique de pouvoir tout d'abord informatiser, formaliser des données qui sont dans l'essai, qui sont aujourd'hui en fait c'est détenu par les experts QSE qui les ajoutent à la main dans chacune des procédures. Donc le fait de les informatiser avec des concepts haut niveau et de leur permettre de pouvoir les ajouter dans notre procédure, dans notre scénario de formation de cette façon, ça nous paraissait être la meilleure option pour justement rester dans un langage assez haut niveau, proche pour toujours l'utilisabilité d'outils par les professionnels, puisque finalement cette contrainte d'interopérabilité, d'intégration de BIM dans la RA, dans la RV, en fait, souvent dans nos autres projets, par exemple, chez Vinci Construction, et c'est les outils que nous utilisons en tant que professionnels, développeurs d'applications, où on veut par exemple pouvoir un peu plus démocratiser la maquette BIM, la porter sur le chantier avec des outils simples, puisque sur le chantier, ils n'ont pas des PC permettant de faire tourner des logiciels comme Revit pour effectivement visualiser la maquette.
Donc, c'est pour ça qu'on sont partis dans cette optique-là, vraiment quand même d'utiliser des outils professionnels qui pourront être réutilisés par la suite pour son texte. D'accord. D'accord. Du coup, on arrive à une expérimentation. Alors, dans les scénarios, dans les règles qui sont créées, ce sont des règles qui sont très séquentielles, déjà, d'une part, les scénarios qu'on teste. Ça permet pas de laisser à l'opérateur le choix entre différentes façons de faire l'activité. J'ai l'impression qu'il faut faire la tâche 1, puis la tâche 2, puis la tâche 3 de façon très, très séquentielle. Je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait intégrer ça dans notre modèle. De la même façon, on reste à un niveau de tâche assez peu précis. On ne va pas jusqu'au geste technique. On saisit une poutre. Elle est légère. Elle fait 0 kg dans le poids de la manette en réalité virtuelle, alors qu'elle fait peut-être 50 kg. Du coup, ça pose des questions même dans l'expérimentation derrière, dans la validation qui est faite. Quand on dit quelqu'un prend un poids de 50 kg, s'il ne se rend pas compte qu'il prend 50 kg, on lui écrit attention, ça fait 50 kg. Ce n'est pas exactement ce qu'il va vivre sur le chantier. Si je veux évaluer la qualité de la formation, c'est plutôt est-ce que vous hésitez de prendre un paquet qui fait réellement 50 kg ou pas. Et si je prends un sac de ciment, ça fait 50 kg. Au moment où je vais le soulever, je vais dire non, là, il y a problème. Si je prends quelque chose qui est beaucoup plus petit, mais qui fait 50 kg malgré tout, je ne vais pas le voir en réalité, je ne vais pas avoir cette perception. Comment est-ce que l'expérimentation telle qu'elle a été faite le mesure bien? En particulier, j'avais un cas particulier qui m'est apparu, c'est celui des cas où on rentre dans un risque. On dit qu'on mesure le temps que les gens restent dans le risque. Ce n'est pas significatif, puisqu'il est virtuel. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu simplement mesurer le temps qu'ils mettent pour s'apercevoir qu'ils sont dans une zone à risque? Je m'aperçois que je suis sous une grue. Après, de toute façon, je peux me téléporter, je peux naviguer en volant. Je ne sais pas quelle est la plateforme précise qui a été proposée. Mais si je me téléporte, c'est instantané. Ce n'est pas la même chose que si je marche effectivement sur le terrain. Donc, ce qui est important, c'est le moment où je m'en rends compte et je me dis, là, il faut que je parte, je ne sais pas. À quoi ça sert de mesurer le temps final pour sortir de la zone? Est-ce que c'est significatif? Effectivement, nous aurions voulu également faire quand on dit que notre chantier RV, c'est vraiment la condition de la situation réelle. C'est qu'on aurait vraiment préféré avoir la possibilité de comparer en fait avec vraiment les conditions de chantier, donc refaire ce mode opératoire sur le chantier pour avoir des conditions. Même chose pour les chantiers de participants. On aurait vraiment voulu avoir par exemple des ouvriers pour pouvoir faire cette expérimentation. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs problématiques. C'était assez compliqué de faire l'expérimentation. On nous a permis de valider notre architecture, mais par exemple, en fait, on laisse donc, quand on va faire les tâches du mode opératoire, on a la possibilité en fait de cocher une case qui nous permet de savoir si la tâche qu'on va faire, quand il va scénariser les tâches, si celle-ci elle peut être faite en parallèle de la suivante. Et donc, par exemple, à un moment, à la fin, quand il y a 4 planches à mettre, qui mettent la première ou qui prennent la deuxième, finalement, fonctionne de la même façon. Et le fait d'avoir fait donc, ces règles détachées des tâches du mode opératoire, ça laisse finalement plus de liberté à l'apprenant, puisque sans qu'il ait besoin de se rendre compte effectivement qu'il y a des événements qu'il est en train d'interagir, l'opérateur, eh bien, les règles sont en continu en train de déduire des événements qui se produisent. C'est pour cela. Il y a eu beaucoup de questions. Ma question, c'était est-ce que c'était significatif de regarder le temps d'échappement, par exemple? Ah oui, voilà, exactement. Est-ce que c'est vraiment caractéristique des hypothèses que vous pouvez vérifier? Est-ce que c'est un bon choix de critère? Il aurait fallu effectivement être
fait, tout le temps avec le participant pour se rendre compte si c'est le fait qu'il s'est rendu compte et qu'il est sorti effectivement du risque. Nous avons fait des logs, enregistré des logs du temps, lorsque le risque s'est déclenché et quand le risque a arrêté d'être déclenché. C'est ça en fait que nous avons mesuré. Effectivement, je ne pense pas que ce soit significatif parce qu'on ne va pas pouvoir effectivement savoir si c'est que l'opérateur s'est vraiment rendu compte et s'est téléporté ou est-ce que c'est que il était dans son truc, il s'est téléporté puisqu'il n'a pas alerté à ce moment-là dans le chantier vu qu'on est en conditions réelles, il n'est pas alerté. Par contre, donc, quand vous disiez par exemple comment on se rend compte que la poutre elle fait plus de 50 kg, ce qu'on a fait c'est qu'on a indiqué avec un petit logo que c'est le poids, peut-être quand avec la manette, on visait l'objet, un petit logo nous permettait de savoir si c'était quand même quelque chose de lourd qui faisait plus de 25 kg. Donc moi, j'ai bien conscience que ce qui était important dans la formation, c'était de repérer le fait qu'il ne faut pas porter des objets de plus de 6 kg et ne pas se mettre en danger de circulation dessous d'une charge ou d'un véhicule. Quand on a ça, quel est le passage à l'échelle qu'on peut avoir avec le système protégé? Ce que j'ai perçu dans le document et dans la présentation, c'est à peu près ces 3 règles que je viens de formuler. On dit s'il y a des milliers de règles à respecter dans une formation, évidemment, il y a un travail de sécurité, il y en a beaucoup. Est-ce que le système va encore répondre en temps réel? Est-ce que protéger est la bonne solution? Effectivement, j'avais lu dans un cours de Bernard Espina sur les WRL que s'il y a énormément de règles ontologiques les WRL qui sont ajoutées à une ontologie, ça peut effectivement avoir des conséquences problème de lag dans la résolution des règles. C'est pour cela qu'on aimerait, en perspective, pouvoir tester notre plateforme SWRP qui permet aux experts QSE de rajouter des règles de façon autonome avec les boîtes, etc., qui se retrouveront directement dans dans SBO, ontologie, et qui, donc en temps réel, on peut les ajouter dynamiquement, et en faisant cette expérimentation, on pourrait se rendre compte effectivement de la stabilité du fait rajouter énormément de règles, de voir finalement la performance et l'utilisabilité du fait d'avoir énormément de règles dans nos systèmes. Donc, d'accord pour ça. Sur le dernier point, je reviens sur le point précédent. Le fait d'avoir éventuellement des critères qui ne sont pas très clairs sur l'expérimentation, ça conditionne le résultat de l'analyse statistique. Quand on voit que les résultats sont un peu similaires, ça peut effectivement tout changer. Je me suis posé la question d'autant plus, je reprends ce que disait Thierry sur c'est pareil, mais c'est mieux. Le résultat, on ne peut pas dire c'est pareil si statistiquement c'est pareil, c'est pareil. C'est pas parce que c'est à 77 et à 81%, on peut en faire une différence notable, parce que c'est pareil, c'est statistique. La barre de 80 sur le SUS, les polémiques, en soi, dépend de beaucoup d'éléments, y compris du nombre des personnes que vous avez fait passer, de ces personnes qui sont passées sur le système. Il faut considérer que c'est pareil. Par contre, quand je vois la grille d'analyse qui a été mise en annexe et qui sont des questions qui ont été posées aux opérateurs juste après et puis une semaine après, moi j'ai l'impression que sans formation, je serais capable de répondre à 80% des questions sans trop me tromper. Et je me suis demandé si cette grille d'analyse permettait effectivement d'évaluer des différences de formation entre le modèle vidéo et le modèle 3D, donc le modèle en réalité virtuelle. Donc la question, c'est est-ce que vous avez essayé sur un petit groupe de faire répondre à cette... Sans la formation. Sans formation du tout, pour voir si ce n'est pas les mêmes résultats qu'avec la VR ou la vidéo. Et qui du coup pose la question sur le protocole expérimental. C'est vrai qu'effectivement,
Ces questions ont été formulées par rapport au moins à la formation, aux connaissances qui sont dans la formation et pour vraiment évaluer ce qui a pu être retenu de ces règles de sécurité. Effectivement, dans l'idéal, ce qui aurait été peut-être aussi par rapport à nous, à notre formation de mode opératoire, de faire comme finalement complètement différemment. Et au lieu d'utiliser un support de formation vidéo, on aurait repris simplement le mode opératoire fichier PDF et on aurait comparé les informations de sécurité qui sont sur ce fichier de mode opératoire. Et une fois qu'il passe en conditions réelles, est-ce que les connaissances qui sont sur les connaissances QSE qui sont sur ces modes opératoires PDF sont assez pour se retrouver finalement en sécurité sur le monde en conditions réelles. On aurait pu effectivement faire dans ce sens-là. Même sans formation, parce que pour dire j'ai une poutre de 50 kg, est-ce que je la porte toute seule ou est-ce que j'attends quelqu'un d'autre pour m'aider? C'était les questions précisément. Et dans ça veut dire oui, la poutre fait 50 kg, je comprends bien qu'il ne faut pas que je coche, que je la prends tous. Sans formation, on devrait pratiquement pouvoir répondre. Du coup, c'est pas discriminant. Parce que pas encore des outils qui ont été développés, d'ailleurs. Et on remet en compte simplement le fait de pouvoir comparer avec ce critère-là la solution de réalité virtuelle avec la solution. Et je ne suis pas étonné qu'on ait des résultats équivalents. Alors, vous avez raison, et dans un sens, c'est souvent finalement les règles de sécurité les plus basiques qui sont parfois les moins. Qui sont les moins respectés sur le chantier, parfois vraiment même sur certains pays, etc. Parfois faire la police pour dire attention, mettez bien vos lunettes, etc. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est des choses basiques. Et parfois, il faut les rappeler. Après, le vrai juge de paix, ce serait d'observer le nombre d'accidents du travail sur les chantiers pour ceux qui ont été formés en vidéo et ceux qui ont été formés. Oui, voilà, exactement. Mais ça demande d'industrialiser et puis de le passer sur le long terme. C'est intéressant. Merci Frédéric. Donc, je vais me donner la parole à moi-même. Je ne me suis pas présentée tout à l'heure. Je suis Indira Toula, professeure à l'Université de technologie Compiègne. Alors d'abord, merci pour l'invitation et je suis d'accord avec mes collègues, le sujet est vraiment très intéressant. Je dirais même qu'il a évolué au cours des années, mais j'ai vu les premières présentations de ce qui n'était pas encore nommé le BIM, mais c'était très longtemps. Le CSTB essayait de mettre des connaissances sur les objets 3D et on n'avait pas encore le terme BIM. Il y avait bien cette idée de connaissances, ontologie, etc. Et je trouve qu'il y a un énorme saut dans la compréhension de l'ARV, de la représentation des connaissances dans ce domaine. C'est vraiment ça fait plaisir de voir ça. Je suis d'accord aussi sur le fait que vous avez fait un énorme travail de développement, de prise en main des outils. Il y a de nombreux outils que vous avez cités. D'ailleurs, on voit bien que vous jonglez entre les outils. Et donc, justement, je vais un peu vous embêter par rapport à ça, puisque ce sont des outils que vous utilisez probablement parce que c'est un contexte industriel, mais vous ne dites peut-être pas assez. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi avoir utilisé OWL? Est-ce que vous avez comparé? Est-ce que vous avez cherché d'autres outils? Est-ce que c'est une hiérarchie de concepts ou est-ce que c'est une ontologie que vous utilisez? Est-ce que vous avez regardé un petit peu tout ça? Effectivement, on a établi un état de l'art effectivement sur le modèle de données existant pour faire des formations et des scénarios pour des formations en réalité virtuelle. Donc, d'abord dans la construction et effectivement, il y a plusieurs modèles de données comme l'UML et les ontologies. Et on s'est intéressé aussi du coup au monde industriel, domaine industriel qui, en utilisant des ontologies, ont permis d'avoir plus de liberté d'action pour l'apprenant le scénario de formation. C'est pour ça qu'on a voulu utiliser WL, les ontologies, et comme je disais, effectivement, c'est aussi pour un usage ensuite professionnel, puisque c'est un concept avec vraiment des mots, des concepts et niveaux qui vont pouvoir être utilisés plus simplement par des experts QSE pour créer des règles et
qui permet aussi de pouvoir beaucoup interagir avec les programmes, nous, avec les moteurs 3D et nos simulations pour voilà, faire le lien entre les événements en temps réel. Alors en même temps, concept de haut niveau, arborescence, etc., on peut trouver ça dans de nombreux outils. C'est pas parce que ce sont des concepts haut niveau pour des experts que c'est au WL. J'imagine, mais je ne vais pas trop vous embêter, que c'est quelque chose qui est très utilisé et qui est facile d'emploi, etc., bien documenté. Mais je dirais que j'ai un petit regret par rapport au fait de dire bon, ben, on choisit, on justifie un tout petit peu, mais finalement, derrière, ce qui n'est pas dit, c'est que c'est à usage professionnel et c'est tout à fait normal de choisir ce type d'outil. Mais de nombreux autres outils existent, de nombreuses représentations. Alors, encore une fois, ce n'est pas mon domaine, mais dans mon laboratoire, il y a des experts dans ce domaine et je vois bien qu'il existe de nouveaux outils, il existe des extensions de OWL. Enfin, voilà, c'est un domaine qui est très, très vivant, qui évolue beaucoup. Et du coup, j'ai un petit regret par rapport à la justification et au fait que finalement, peut-être que ça rejoint les questions qui arrivent ensuite, qui sont est-ce que c'est vraiment adapté d'avoir un outil pour la représentation des connaissances, un outil pour le moteur 3D? Oui, mais le moteur 3D, alors là, je vais contredire ce qui a été dit, c'est quand même énorme. On peut développer un moteur 3D sur un outil de représentation des connaissances. Donc, il faudrait peut-être un Unity spécial BIM. Ça existera sûrement, enfin, ça existe déjà, mais peut-être que c'est pas assez flexible. Enfin bon, tout ça, j'aurais aimé le voir un peu détaillé parce que c'est une question centrale et qui est en fait assez scientifique au départ et après qui correspond à des développements d'outils technologiques et au monde quand même économique dans lequel on ne va pas développer des outils pour simplement peut-être quelques utilisations. On va développer des outils qui vont être utilisés massivement. Alors, ça, c'est l'un des domaines que vous abordez, mais vous avez souvent parlé d'autres domaines, comme par exemple les risques. C'est un domaine entier en réalité virtuelle. Et alors, je n'ai pas compris l'expression déclencher les risques. Est-ce que c'est déclencher le formateur génère des risques? Ou alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le fait de déclencher un risque, c'est vraiment en fonction de l'événement, de ce qui se passe, des interactions que l'opérateur fait dans la simulation. Le fait de se déplacer et avoir fait attention d'être sous la charge de la grue pendant qu'elle est en activité, par exemple. Là, on déclenche un risque de collision, de heurt, de charge en mouvement. C'était dans ce sens-là le fait de déclencher des risques. Alors, est-ce que c'est prendre un risque ou déclencher un risque? Il prend un risque, effectivement. Il y a un risque qui a été déclenché. Par qui? Par l'opérateur, par le comportement de l'opérateur. Et donc, c'est bien le système qui va générer un risque virtuel? Parce que là, il y a une ambiguïté aussi. Quelque part, on pourrait dire, il y a derrière, je ne sais pas, un magicien d'ose, un formulateur, qui met une flaque d'huile, il existe des systèmes, et donc justement, je ne sais pas si vous avez été voir dans la littérature sur une formation au risque, parce qu'il existe de nombreux travaux. Alors, je cite ma collègue Mathilde Landau, qui est spécialiste du domaine, formation au risque industriel, formation à des environnements virtuels qui sont dits donc informés, hein, c'est un petit peu notre terme, parce qu'on voit bien qu'on est entre le moteur 3D, le calcul de la scène 3D, le rendu. À côté, on a la génération de scénarios. Ces scénarios, on aimerait tellement qu'ils soient un peu flexibles, qu'ils soient adaptatifs, que quand l'opérateur est en cours de session en environnement virtuel, peut-être qu'il aimerait aussi varier les expériences. C'est la variabilité de l'expérience en environnement virtuel. Et puis avant, en amont, il y a effectivement l'ontologie, la représentation. Et donc Thierry Duval a cité les deux graphes de scène. Est-ce que c'est l'éternelle question, hein, parce que finalement, on a quoi? On a des polygones. Donc, on touche une table, on touche
une chaise ou qu'on met un objet technique, finalement, ce sont des objets 3D qui n'ont pas de sémantique. Vous leur donnez une connaissance avec sémantique, ontologie, règles, etc. Et on a toujours ce problème et on va arriver très vite à des questions qui sont finalement, là vous parlez d'outils puisque c'est un cadre professionnel, et on voit bien qu'il y a deux mondes qui ne se parlent pas toujours, le monde physique, le monde de la collision, et puis le monde de on sait ce que sont les objets et les règles qui sont liées à l'utilisation de ces objets. Donc, à votre avis, aujourd'hui, c'est une question un peu difficile, où est-ce qu'on en est, à votre avis, du point de vue industriel? Je pense qu'il reste pas mal de recherches à faire dans ce sens-là, puisque, comme on peut voir, effectivement, on a des outils qui sont dédiés à une tâche, d'autres, donc les ontologies protégées qui sont dédiées à faire autre chose. Et l'objet là, par exemple, l'objet vraiment de la recherche, c'est pouvoir faire une interopérabilité entre tout ça pour des besoins. Donc, je pense qu'il reste encore de la recherche et de pouvoir effectivement explorer le développement d'outils vraiment dédiés, par exemple, à la construction. C'est vrai qu'on est dans l'industrie 4.0, voilà, on est déjà dans 5.0, c'est déjà bien plus avancé avec la CO et avec les objets industriels. Un peu moins avec le BIM, c'est peut-être un peu plus récent. Et voilà, donc, je pense qu'on a fait déjà une bonne avancée depuis quelques décennies avec le BIM. Et voilà, il manque encore de pouvoir finalement plus exploiter la maquette ou de pouvoir intégrer vraiment des connaissances professionnelles. Et ça vient justement avec les problématiques et les usages qu'on peut en faire. Effectivement. Alors, j'ai une autre question, je pense que c'est plutôt la slide 45. C'est peut-être celle qui est avant. Ah non, c'est celle-là, pardon, la 45. Non, excusez-moi. Alors, j'ai pas bien compris. Déjà, vous donnez des échelles, groupe A, groupe B. Donc, qu'est-ce que c'était vos échelles exactement? J'ai peut-être sauté quelque chose. Alors, effectivement, donc, on leur a soumis un questionnaire UEQ, donc User Experience Questionnaire, qui va permettre de savoir si l'outil, ils vont trouver intéressant, inintéressant, etc. Et donc, ils vont mettre un score en fonction sur une série de questions. Et un outil nous a permis donc de traiter l'UEQ pour effectivement créer ces graphes en fonction de plusieurs critères, donc l'attractivité, la compréhensibilité, l'efficacité, la contrôlabilité de l'outil, la stimulation et son originalité. Et donc effectivement, entre le groupe A et le groupe B, on a eu des courbes différentes qui nous ont donné finalement des résultats soit excellents, bons, concernant l'outil pour faire le chantier en RB, le mode opératoire sur en condition V. À votre avis, c'est vraiment intéressant de faire une courbes. C'était intéressant de savoir, parce que par exemple, on a eu donc un critère excellent, sauf sur l'efficacité et la contrôlabilité. Donc, ce qui nous a permis de savoir que finalement, ce qui peut peiner encore aujourd'hui, c'est la contrôlabilité en réalité virtuelle. On a eu des commentaires qui étaient optionnels, donc faits par les participants, qui ont dit par exemple, ouais, moi j'ai eu un peu de mal à me rappeler comment on faisait la téléportation ou comment on pouvait réafficher. D'utilité de la réalité virtuelle. Alors, pour aller plus loin, est-ce que vous n'avez pas envie d'aller comparer justement deux types de contrôle, de vérifier certains paramètres de la contrôlabilité, par exemple? Aujourd'hui, on vous dirait, voilà,
pouvez lancer une expérimentation, qu'est-ce que vous feriez pour aller plus loin? La formation à la sécurité avec nos modes opératoires BIM, etc. Faire une simulation un peu plus réaliste finalement, parce qu'on peut voir finalement dans la scène que c'est assez vide. Normalement, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de bruit, il y a du monde. C'est un chantier, c'est vivant, c'est un sujet vraiment un peu de risque, etc. Il y a beaucoup qui intervient. Et ce qui serait intéressant également, c'est de pouvoir être en multi-utilisateur, d'avoir plusieurs personnes, faire des tâches à plusieurs, comme c'est le cas dans les modes opératoires sur le chantier. Donc, si on pourrait faire une autre expérimentation pour effectivement se former en réalité virtuelle à un mode opératoire avec les notions de sécurité, ce serait de pouvoir le faire en multi-utilisateur, ce qui d'ailleurs nous permettrait, par exemple, qu'il y ait bien dans prévention que fait Vinci Construction, c'est le fait de pouvoir interpeller l'autre quand on se rend compte qu'une autre personne s'est mis en danger, notifier les risques des uns des autres, des choses comme ça. Mais dans la contrôlabilité, oui, ce serait super de pouvoir utiliser des gants haptiques, des choses un peu plus poussées que des logiciels, les contrôleurs qui sont pas forcément vraiment, enfin qui vraiment ne représentent pas les interactions qu'on va avoir sur le chantier. Donc, vous feriez comment? Eh bien, oui, comme tu dis, effectivement, avoir des retours haptiques sur les mains quand on touche les objets. Parce qu'un jour, on sera capable, vraiment, quand on porte un objet, de savoir, enfin, de pouvoir imaginer le poids que celui-ci a. Effectivement, d'aller dans ce sens-là. Préparer différentes contrôles possibles. Ce serait le mieux adapté et plus représentatif de vraiment des conditions réelles. Alors, je ne sais pas si vous êtes familière avec la méthode TAM, c'est quelque chose. Non. Ça fait partie aussi des méthodes d'acceptation et qui ont été aussi employées parfois, alors, étendues. Hein. Je sais que Émilie Louis-Franck qui travaille dessus, qui a travaillé avec nous aussi sur les questions de vraiment l'utilisabilité et la facilité d'usage. Il y a vraiment là aussi tellement de méthodes. J'ai aussi un petit regret, j'aurais bien aimé voir quel type de méthode, quelle méthodologie aurait pu être utilisée, parce que quand on a ce type de résultat, il y a aussi derrière la méthodologie qui peut être plus ou moins adaptée, qui peut permettre d'extraire des résultats intéressants. Là, vous les avez identifiés, et du coup, vous auriez pu dire, bon, mais finalement, la méthode est intéressante peut-être pour certains des critères, mais pas pour tous. Et du coup, vous avez des outils de mesure qui sont plus performants, tout simplement. Alors moi, j'ai une dernière question, je vais me limiter moi-même, et on passe. Sur la scénarisation dont vous parliez, et qui est peut-être beaucoup plus présente dans la littérature sur la formation. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'on voit arriver derrière toutes ces questions de règles, de déontologie. On a parlé tout à l'heure de ChatGPT. Alors, je vais vous poser une question un peu fantaisiste. Est-ce qu'un jour, avec ChatGPT, on pourra utiliser directement le BIP et proposer des séquences et des scénarios intéressants? Et comment faudrait-il faire? Alors, c'est vrai qu'il faudrait pouvoir alimenter l'intelligence artificielle avec énormément de cas et de modes opératoires. Donc, déjà, de pouvoir informatiser toutes ces connaissances, ces informations, comme on a pu faire avec les règles de sécurité dans l'entreprise. Et oui, je pense qu'avec... après, les maquettes sont assez spécifiques et les modes opératoires sont vraiment spécifiques à tel ouvrage ou comment faire tel ouvrage. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le même mode opératoire si les poteaux qu'on va construire sont à 1 mètre ou vont être à 2,40 m l'un de l'autre. Donc, c'est finalement vraiment spécifique à cette maquette. Donc, peut-être qu'effectivement, avec les données qui sont les données paramétriques des maquettes, on va pouvoir demander à l'intelligence artificielle de nous créer des scénarios adaptés et spécifiques à chaque maquette.
beaucoup de travail en amont pour pouvoir parvenir à faire ça. À votre avis, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui pour bien jouer? Je pense la standardisation des informations et de l'utilisation ces informations par tout le monde. Et oui, le fait que le domaine de la construction, à chaque fois, c'est des projets spécifiques et nouveaux. Enfin, presque aucun projet ne se ressemble de construction de bâtiments. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'il y a freiné déjà entre l'industrie et pouvoir créer une chaîne des objets. Alors, dans le BIM, c'est des maquettes différentes d'un projet à l'autre. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vais donner maintenant la parole bon, ça fait ce que je suis. Donc, monsieur Karim Vénard, enseignant-chercheur au CDI. Merci, Madame la Présidente. Moi, je fais partie de l'équipe encadrante de cette thèse. J'ai eu l'honneur d'y être. D'abord une remarque globale et après, j'ai une ou deux remarques rapides sur la réaction par rapport aux quelques remarques. Pour compléter plutôt la remarque de jury. Moi, j'étais ravi au moins de cette aventure-là. Je ne suis pas du domaine de la réalité augmentée intellectuelle. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis en recherche dans d'autres domaines. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis venu dans cette équipe encadrante par plutôt des compétences davantage métiers, davantage sur la partie BIM. Je suis issu du monde de la construction, de part de ma formation et de déformation, mais en tout cas, je viens du monde de la construction. Vraiment, on s'est fait dans des conditions très harmonieuses, de manière très complémentaire en termes de compétences. Ils ont amené à arriver à ce point-là et à cette présentation de thèse. Voilà, donc j'en peux qu'exprimer une satisfaction à la fois côté encadrement et évidemment du côté de la thèse de Barbara. Sur le fond, j'aimerais bien faire deux remarques rapides sur la partie BIM. Après, je suis persuadé que mes collègues compléteront sur les autres domaines qui couvrent la thèse. D'abord, par rapport à la remarque de Thierry sur les BIM et les N dimensions de BIM. La maquette BIM, finalement, c'est simplement une base de données. Si on veut grossir la chose. Les dimensions, effectivement, théoriquement, on peut aller jusqu'à ND. D'ailleurs, à ce jour, ce qu'on fait de la veille dans le domaine, on arrive à 10D, la dixième. Et la dixième, c'est la, on parlait avec David tout à l'heure, c'est la off-site construction, c'est tout ce qui est construction industrialisée ou de la classe dans la dixième dimension. Après, on doit avoir de mémoire la 8D qui concerne la sécurité. Voilà, et après, on descend. Jusqu'à la dimension 5D, on est obligé d'avoir la 4 et la 3, et évidemment, voilà. Après, on peut, sur certains aspects, se distinguer. On peut très bien faire le label environnemental sur la dimension 6, mais ne pas forcément avoir toutes les données derrière. Et on a besoin, évidemment, de données. Donc, c'est interindépendant, mais pas tant que ça. Voilà, donc je réponds pas c'est moi la question, mais l'idée est là. Donc, ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque concerne ce qu'a dit Frédéric sur la partie PLM. Pour moi, je fais quand même une différence entre le BIM et le PLM. Pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le BIM, c'est je dirais, c'est une image, si je parle de Building Information Modeling, parce qu'il y a aussi le N de management et le N de model. Si je prends le Building Information Modeling, c'est une image redondante du bâtiment, une image en termes de données, de data, que l'on prend à différentes étapes du cycle de vie d'un bâtiment.
mais ça, c'est pas le PLM. Le PLM, c'est comment gérer le process de construction sur tout le cycle de vie, comment on le gère, comment on le valide, et comment on l'échange tout au long du cycle de vie d'un projet de bâtiment. Le BIM, stricto sensu, ne le fait pas. Par contre, il y a le BLM, le Building Life Cycle Management. Là, c'est le mélange de PLM et BIM. On arrive à avoir ce que tu espérais, je pense, c'est d'avoir à la fois de la donnée, mais gérer, valider sur tout le cycle de vie du bâtiment. C'est une différence un peu subtile, mais elle est importante de la vision. Ce qu'a fait Barbara dans sa thèse, oui, elle est plutôt sur la maquette numérique BIM, sur ce fichier bien renseigné. On espère évidemment interopérable, donc la partie interopérabilité, ça c'était abordé, mais pour finir sur la partie BIM, ce que je trouvais intéressant dans la thèse de Barbara, c'est qu'elle a travaillé, elle a fait en sorte que la maquette BIM sur laquelle elle a travaillé, elle a fait en sorte qu'elle soit dynamique pour qu'elle puisse interagir avec les autres outils. Elle l'a fait parler. Elle l'a travaillé pour qu'elle puisse encore une fois interagir avec les différents outils de sa thèse. Pour moi, c'est salutaire, c'est méritoire, parce que souvent, les maquettes fournies par les entreprises, et ce n'est pas de leur faute, voilà, sont parfois incomplètes, pas forcément fiables, statiques. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais c'est souvent le cas. Donc, voilà ce que je peux dire, en tout cas, vu de ma fenêtre, à la fois par rapport à l'encadrement de la thèse de Barbara et pour interagir sur certains moments. Oui, peut-être que je continue, là, non, Ça m'intéresse beaucoup. je suis un bavard, hein, je peux. Merci beaucoup. Donc, je vais maintenant donner la parole à Monsieur Vincent Amard, conseiller chercheur au TNU. Très bien. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bon, tout d'abord, je voulais m'adresser à Barbara pour la remercier pour cette thèse qui était vraiment très intéressante. Et cette contribution. Et saluer ton sérieux, ton engagement, ton organisation sans faille. Ça, pour certains de mes parents, je pense que tout le monde peut en rêver. Et puis, du coup, saluer les contributions. Je voudrais vous remercier, membres du jury, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir fait des retours et des remarques et qui sont enrichissantes et nourrissantes. Je voulais apporter quelques retours sur le contexte de la thèse, notamment, Thierry, tu parlais de pouvoir faire de l'édition de scénarios encore plus facilement. Et ce qu'on a appelé l'authoring by doing dans la thèse de Yann Richard, qui a travaillé sur des travaux sur la partie dans un contexte industriel. Et du coup, cette partie-là, elle a été identifiée dans la thèse de Kylian. Et je n'ai pas voulu qu'on répète ça sur notre thèse. Et du coup, par ailleurs, Barbara, elle n'a pas précisé, mais elle s'est accrochée aussi aux besoins métiers parce qu'on est dans une thèse chiffre. Et du coup, elle a rencontré les méthodes et les QSE. Et en fait, c'est aussi ça qui a permis d'aller vers cette architecture double. C'est-à-dire qu'on a identifié qu'il y avait deux types de métiers. Les méthodes, ce qu'ils veulent, c'est du procédural. Voilà comment on fait l'ouvrage et voilà comment ça doit se passer. D'où le côté un peu procédural. C'est pour ça que dans l'éditeur, on s'est cantonné à ça. On s'est dit, on veut quelque chose qui automatise la procédure et qui puisse l'ajuster. Et ça, c'est déjà un plus. Notamment l'ajuster au départ sur les données sécurité. Et par ailleurs, en fait, la partie sécurité, qui est plutôt sur la partie ontologie, sur la droite, elle est éditée par le service sécurité, enfin qualité, sécurité, environnement. Et ça marche un peu en silo, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, Geoffrey, c'est que on ne se parle pas toujours, on n'a pas toujours le temps de faire des réunions pour spécifier comme il faut. Et donc, c'est vraiment deux choses qui peuvent vivre un peu à part.
Et il y a vraiment ce côté dynamique qu'a proposé Barbara, qui est vraiment très intéressant. On a la partie procédurale, on l'inclut en réalité virtuelle, on peut la faire faire. Et la partie comportementale, pour répondre, en effet, on ne déclenche pas des événements, on détecte des événements qui déclenchent le fait d'aller reporter l'état du monde côté ontologie. Et cette ontologie se dit, ah, vu l'état du monde, j'ai ce risque-là, ce risque-là, ce risque-là, ce risque-là, dynamiquement, et va refaire le retour tout de suite. Et c'est là où on a ces temps passés dans un risque. Et ce qu'on a voulu aussi utiliser pour évaluer le temps passé sous un risque. Alors en effet, c'est pas la chose la plus pertinente. Il faudrait pouvoir dire, cette personne s'est rendue compte qu'elle était sous un risque et elle a réagi. Ce qu'a bien très bien expliqué Barbara, c'est que cette personne qui ne se rend pas compte d'être sous un risque, elle peut se téléporter pour se déplacer. Alors après, si on avait dit dès qu'elle se téléporte, elle s'est rendue compte qu'elle était sous un risque et elle a voulu s'en échapper. C'est pareil, c'est pas très vrai. Donc c'était le moyen on a estimé le plus juste pour détecter tout ça, quoi. Donc vraiment ce côté architecture dynamique. Et pour revenir sur le fait, on a vraiment tout la scène 3D sur Unity. Et la partie ontologie, c'est vraiment quel est l'état du monde actuellement, mais c'est de l'ontologie. Donc c'est sujet, prédicat, objet. Cette personne est sous un objet. Cet objet est très lourd, à le poids. Et cet objet est en train d'être déplacé par une grue. Et c'est ce cumul de sujet, prédicat, objet, donc sujet, verbe, complément, on va dire, qui permet de raisonner et de se dire, oula, vu les conditions, il y a un problème, il y a un risque, et on va le renvoyer. Que ça permet aussi de dynamiser les choses et de permettre aussi au QSE de se dire, tiens, il y a une nouvelle règle qui est ajoutée dans notre. On a décidé que c'était des bonnes pratiques chez Vinci. Et cette règle, maintenant, elle est disponible, a priori, dans les différentes applications. C'était pour apporter des précisions sur le côté dynamique, architecture, double métier. Et puis, je vais revenir quand même sur l'expérimentation, sur le c'est mieux, pas mieux. En fait, l'approche de se dire il nous faut en tout cas en termes de performance, un outil de réalité virtuelle qui fonctionne aussi bien que l'outil classique. Il y a deux choses pour ça. On a le côté, si on avait dit la réalité virtuelle est mieux que l'outil classique, et si on n'avait pas validé cette hypothèse-là, les deux contre-hypothèses, c'est aussi bien ou c'est pire. Or, en pédagogie, et ce qu'on souhaite après, c'est aussi utiliser ces outils-là pour former nos étudiants. Donc, à minima, ce qu'on souhaite, c'est prouver que c'est aussi bien que la méthode classique, parce que éthiquement, c'est ce qu'il faut faire. On peut dire c'est un truc qui n'est pas mieux que l'outil classique. C'est quelque chose qui nous pose un problème. Et je pense que, alors ça sera à Vinci de répondre, mais si Vinci légalement dit on a un outil qui n'est pas mieux que l'outil classique, je pense que juridiquement, ils peuvent avoir des problèmes. Et donc, on s'est statué sur ce côté, il nous faut aussi bien, c'est le minimum. Bien sûr, dans les futurs travaux, on va se dire comment on fait mieux, on va rajouter peut-être des interactions plus pertinentes sur comment je détecte que j'ai du poids dans la main, je sais pas, j'attrape l'objet, on voit l'objet qui commence à tomber un peu pour signifier qu'il y a du poids, ou des choses comme ça. Enfin, on peut imaginer plein de métaphores en réalité virtuelle pour ça. Mais à minima, on souhaitait ça. C'est aussi pour ça qu'on s'est cantonné à ces règles, et pour nous, et pour après les entreprises. Une fois que la formation est utilisée de manière générique en entreprise, on va se dire maintenant comment on fait mieux, et on fait des expérimentations avec en effet l'hypothèse, je suis d'accord avec vous, c'est mieux que la formation de réalité virtuelle qu'on est en train d'utiliser par exemple. En tout cas, merci encore. J'ai noté plein de choses. À chaque fois, j'ai plein d'idées de thèse. Alors, on va se reparler peut-être. Merci encore, Barbara. Merci encore, Michel. Merci. Je vais laisser la parole maintenant
un spécialiste de directeur de recherche technique, et puis fait partie de l'équipe encadrante, 3 encadrantes, Il y avait du monde. partir du spécialiste. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais m'associer aux collègues et te remercier Barbara pour ce travail-là. Et de souligner que tu l'as tenu quasiment dans les 3 ans, voilà, dans un contexte aussi industriel, avec quelques tâches, quelques missions, en plus de la tâche, je pense, qui t'ont été confiées voilà, pendant ces 3 ans. Ça, c'est quand même à souligner. Il y a quelques autres doctorants qui n'arrivent pas dans cette durée-là à sortir le travail. Et puis, comme ça a été souligné par les collègues, toujours dans la discussion et très réactive aussi par rapport aux échanges. On n'a pas besoin de revenir sur des choses qui avaient été discutées avant. Ça, c'est vraiment très appréciable dans le suivi même de ton sujet. Et puis, tu n'as peut-être pas indiqué, mais tu as aussi eu à encadrer notamment un stagiaire qui a développé une partie de l'interface pour l'édition plutôt de règles, voilà, aussi pour porter ça et pouvoir utiliser ça dans un site qui était quand même aussi quelque chose qui t'a guidé et qui te rappelait souvent. Voilà, j'ai trouvé après le compromis entre pas mal de choses qu'on aurait aimé continuer à traiter dans la thèse, mais comme toutes les thèses, voilà, par rapport à ça. Les collègues ont effectivement apporté quelques compléments et je vous remercie pour les nombreux commentaires et questions et propositions de perspectives. Voilà, se rejoint. Il y avait aussi, comme l'a souligné Vincent, on avait 2 thèses quasiment en parallèle sur des sujets un peu connexes, voilà, qui nous ont amené aussi à traiter plus de certaines thématiques dans cette thèse-là et dans l'autre. On a à cœur au laboratoire finalement de fusionner les deux. Et puis il y a aussi des sujets qui ont été cités, notamment sur la partie scénario adaptatif. Effectivement, ça c'est des choses que l'on a en perspective. On a déposé des projets, notamment avec Beniti, par exemple, et d'autres collègues du LITI sur ces questions-là, pour essayer de combiner là les modèles proposés. Il y a un petit peu de gestion des connaissances, mais l'adaptabilité du scénario peut être aussi sur d'autres composants. Aussi en intégrant, tu l'as évoqué un petit peu à la fin, en plus de la partie capture de gestes et de mouvements, aussi peut-être des données physiologiques, biophysiologiques, et notamment là dans des situations qui seraient plus stressantes que celles qui sont proposées là, comme tu l'as évoqué, des choses qu'on pourrait étudier, mais avec d'autres labos. Voilà. Pas de questions, je pense qu'on a pu poser beaucoup pendant et on peut échanger pendant toute la thèse. Encore une fois, te remercier pour ce travail et je te remercie aussi pour votre participation. Merci. Merci. J'ai donné la parole à M. Geoffrey Lenant, donc responsable d'analyse dans cette construction et probablement très impliqué aussi dans la thèse. Merci Madame la Présidente. Je voulais remercier d'abord les membres du jury et l'encadrement de la thèse. Effectivement, je rebondis, ça s'est très, très bien passé pendant ces 3 années. Donc ça, c'est la première fois effectivement que moi, je suis aussi un sujet de thèse. Et donc, quand ça se passe comme ça, franchement, on en est vraiment, vraiment heureux. Je voulais remercier Barbara pour son travail, parce que voilà, j'ai suivi ça pendant aussi les 3 ans. Comme on disait, très sérieux, vraiment une rigueur à toute épreuve. Voilà, pendant 3 ans, elle en a fait des heures, ça, effectivement, qui n'est pas toujours évident dans un contexte effectivement d'entreprise. Parce que même si on a essayé de limiter au maximum, on va dire, le travail quotidien au sein du pôle, Barbara, forcément, je lui ai donné quelques petites tâches entre deux, mais voilà, elle s'en est sortie
Très, très bien. Donc, vraiment, je voulais la féliciter là-dessus. Concernant vraiment la thèse en elle-même, déjà, moi, vraiment, le contexte avec la DAR, ça fait énormément de bien, effectivement. Pourquoi? Parce que, en fait, comme je vous dis, il y a peut-être très peu de recherche, mais beaucoup plus de développement chez nous. Donc, d'avoir, en fait, un recul sur un état de l'art, de voir ce qui est publié. Ça permet aussi à la fois soit de nous rassurer au sein de l'Institut Construction, de voir qu'effectivement, on est dans la bonne direction. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui est bien. Ça, vraiment, ça nous rassure aussi sur notre vision. Après, sur la standardisation et l'architecture, on va dire que Barbara a mis en place, par rapport au regret que j'ai entendu tout à l'heure, je pense qu'effectivement, on est dans un process, j'allais dire industriel, qui fait que, alors je ne vais pas dire par facilité, mais on choisit effectivement des solutions que l'on connaît mieux, sur lesquelles on a peut-être un avant-goût, enfin, des solutions sur lesquelles on aime travailler, voilà, et c'est fait. Et du coup, on en conclut effectivement qu'on n'a peut-être pas été chercher d'autres solutions. On a pris les solutions un peu qui sont là, des solutions qui sont probantes. C'est vrai que j'ai tendance à dire on ne va pas réinventer la roue si elle existe. C'est peut-être pas très bien de dire ça. Je ne sais pas dans un sujet de recherche, mais effectivement, je pense que s'il y a effectivement un moteur 3D qui existe, que l'on sait gérer, sur lequel on s'est développé, je comprends pourquoi Barbara a pris ces décisions-là. Enfin, ça, c'est dans le contexte dans lequel on était. Et après, sur l'expérimentation, je pense que j'étais un peu comme vous, un peu, on va dire au début, un peu désappointé ou déçu, de se dire effectivement la réalité virtuelle n'a peut-être pas premier abord un apport supplémentaire à la vidéo. Je pense que voilà, peut-être que l'échantillon, je ne sais pas, j'espère en autre que la réalité virtuelle apporte un peu plus. Effectivement, elle apportera peut-être plus avec l'évolution de la technologie, avec le fait des retours haptiques, avec retour de poids, avec voilà. Je pense qu'il y a énormément de choses. On voit que dans le jeu vidéo, on peut se déplacer en marchant. Enfin voilà, il y a peut-être des choses qu'on va pouvoir appliquer à la construction. Je pense aussi que on a énormément de problèmes de recrutement. On a beaucoup de problèmes au niveau des compagnons. On ne trouve plus de compagnons qui sont formés. Je pense qu'on va devoir former très vite. On va devoir former à la construction hors site aussi. On en parlait juste avant. On va devoir former les gens donc rapidement. Et comme on te disait tout à l'heure, quand je vois un sac de ciment, je sais que ça fait 50 kilos. Sur les chantiers, je pense qu'ils savent que ça fait 50 kilos, mais la majorité du temps, ils vont s'amuser à savoir qui va porter le plus de sacs de 50 kilos. Et c'est à la fois, ça fait extrêmement rire, mais c'est quand même. Et donc, je pense que les mettre quand même devant le fait et en réalité virtuelle fait qu'on est quand même dans un contexte chantier. Il y en a qui n'ont jamais été sur le chantier. Je pense que le contexte chantier est là. Je sais que l'environnement est très important en réalité virtuelle par rapport à une vidéo. Donc voilà, même si les résultats, effectivement, peuvent être un peu, on va dire, décevants en elles-mêmes de l'expérimentation, pas forcément décevants, puisqu'on dit qu'on est la même chose qu'une vidéo, je pense qu'effectivement, on est sur la bonne voie. Je pense qu'effectivement, il y a des améliorations à faire et vous avez pu relever les points sur lesquels aller. Je pense que le sujet va de toute façon continuer au sein de Vinci Construction. Va continuer. Et juste pour une raison simple, c'est que le BIP, en plus d'être une maquette, c'est aussi un process où on a beaucoup d'interlocuteurs. Et qu'actuellement, effectivement, le BE structure fait sa structure. Le bureau d'études méthode fait ses méthodes. Et le QPE arrive derrière en mettant un coup de tampon en disant qu'il faut mettre son casque et ses EPI. J'exagère beaucoup. Mais on en est à peu près là. Et le travail de recherche là fait qu'on va quand même mettre les gens autour d'une même maquette, parce qu'on va avoir un environnement quand même unique qui est vraiment le chantier, autour d'un même mode opératoire et on va pouvoir avoir une réflexion commune. Et je pense que ça, c'est déjà une grande avancée, parce que voilà, le BIM, on a beau dire que c'est collaboratif, on en est loin. Et voilà, donc je pense que le sujet de thèse ici montre vraiment un côté. Donc la procédure n'est pas forcément plus simple, mais elle a pour vocation d'exister, elle a pour vocation d'être là et de proposer une solution qui peut être mise en place dans notre structure. Donc voilà. Et juste pour finir, en plus, je félicite Barbara sur ça parce que c'est pas toujours évident au sein de Vinci Construction, et j'en parlais ce midi, le fait qu'on soit divisé en régions, que les régions, chacun fait ses procédures comme il veut.
qu'on n'a pas forcément eu beaucoup de réponses non plus des préventeurs, qui ont aussi leurs travaux, quotidiens à faire, donc ils n'ont pas forcément répondu positivement à tout ça. Fait que voilà, c'est un travail qu'il fallait faire et qui n'était pas évident dans le contexte d'entreprise. Donc voilà, donc je la félicite pour ça et j'avais envie de répondre à plein de questions. Ça me démange toujours, c'est à chaque fois comme ça. C'est un exercice que j'aime pas, passer le dernier, voilà, non plus. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie pour les questions que vous avez posées. Je pense que ça permet encore plus de nous d'ouvrir la vision pour la suite du développement et du déploiement. Et comme je vous disais ce midi, pour aussi peut-être une industrialisation chez nous. Vraiment, voilà. Donc, il y a peut-être des choses, je pense, à améliorer. Mais voilà, je pense qu'on est sur une bonne voie. Merci beaucoup. Merci. D'accord, donc je retire pour délibérer. Charles,